Retour. Ah oui, d'accord. OK. Donc, bonjour. Mon nom est Nathalie Damry. Je dirige l'Obsoco, qui est un institut qui a été créé en 2011, où nous travaillons, nous produisons un certain nombre de laboratoires, et enfin d'observatoires, laboratoires et observatoires. Et là, je vais vous présenter quelques résultats de l'Observatoire des éthiques alimentaires. Pourquoi on a travaillé sur cette question? Parce qu'il nous a semblé, d'une part, qu'il y avait énormément de bruit autour des mouvements sans viande, véganisme, etc. Et on a voulu en savoir un petit peu plus et savoir quelle mesure cela impactait la consommation de nourriture en France. Hein, le terrain est français. D'une part, et d'autre part, quels étaient éventuellement les signes de pilotage pour l'offre, à savoir, faut-il vraiment réduire la viande? Qu'est-ce qui agite aujourd'hui les consommateurs dans leur mode alimentaire? Donc c'est un terrain qui a été fait sur 4000 personnes. C'est une étude qui a été très conséquente, qui nous a permis d'aller assez loin dans le ciblage de populations extrêmement très peu représentatives, mais qui nous permet, un large terrain nous permet d'avoir quelques certitudes. Alors sur l'alimentation en général, on a une déclaration comme quoi les personnes, les Français, portent une attention de plus en plus importante à leur alimentation. Donc vous voyez, c'est quand même assez conséquent. Ceci, en fait, masque une certaine réalité qui est que le mouvement de défiance à l'égard de l'alimentation, c'est pas nouveau. Hein. Nous, on essaye de surtout pas se mettre sur la crête de tendance, du nouveau, etc. Ce qui nous intéresse, c'est d'analyser les temps longs. Et en fait, on se rend compte, il y a un livre merveilleux de Madeleine Ferrière, mais il y en a plein d'autres, hein, et qui parle des peurs alimentaires qui sont aussi vieilles que l'alimentation. Et notamment, elle a fait un travail à partir du Moyen-Âge qui est assez éclairant sur ce qui se passe aujourd'hui, à savoir que au Moyen-Âge, la plus grande des suspicions se portait sur tout ce qui était amalgamé, et notamment les pâtés. Hein. On retrouve la même chose dans les bruits qui ont couru à un certain moment quand les restos chinois sont arrivés à Paris. On disait les nems, etc. Il y a du chien, il y a du chat, etc. En réalité, c'est exactement les mêmes fantasmes, le même imaginaire qui est à l'œuvre. C'est quand on ne voit pas, quand le produit n'est pas brut, on est méfiant. La deuxième chose qui est caractéristique aussi de la situation actuelle, c'est la critique de la nourriture industrielle. Alors là aussi, ça nous interroge, c'est pas nouveau. La société industrielle a toujours été remise en cause dès la fin du 19e. Il y a eu la révolte des Camus, ensuite il y a eu des revendications salariales, il y a eu des revendications sur le rythme du travail, il y a eu des revendications pour les congés payés, etc. Et aujourd'hui, on veut dire peut-être la queue de comète de cette contestation de la société industrielle se situe dans l'alimentation. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut avoir beaucoup de recul quand on travaille sur l'alimentation aujourd'hui, qu'il y a des mouvements de fond qui arrivent, certains depuis plusieurs siècles, certains autres sont complètement inhérents, ce qu'on appelle des invariants à la relation à la nourriture. De tout temps, la nourriture a été ce qui me permet de vivre, mais ce qui éventuellement peut m'empoisonner. Donc la problématique actuelle n'est pas complètement nouvelle. En revanche, ce qui est nouveau, c'est la question de la santé qui se situe aujourd'hui au centre des préoccupations individuelles, et la question de l'environnement qui fait s'interroger les consommateurs sur ce qu'ils mangent. Enfin, ce qu'ils consomment en général, mais ce qu'ils mangent. Et c'est ça, en réalité, qui est très nouveau dans la situation. Vous avez, par exemple, 58% des Français qui considèrent que la nourriture peut être potentiellement dangereuse pour la santé, ce qui est énorme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui pensent que ça peut me faire du mal que de gens qui pensent que ça peut me faire de bien. Et cette recherche du bien manger, cette recherche d'un certain bien-être et de protection du capital santé par l'alimentation, elle se fait selon une croyance, une motivation en tout cas,
qui est que bien manger peut être aussi efficace, voire mieux que c'est préventif. C'est mieux que de prendre des médicaments. Donc il y a un déplacement de la question de la nourriture. Qu'est-ce que se nourrir en des temps de famine ou dans d'autres pays, la question ne se pose pas comme ça. Hein. Déjà, il faut pouvoir se nourrir. Nous, dans des pays riches où on a pléthore on a une offre, enfin on le voit ici, tout à fait extraordinaire. On a le potentiel de pouvoir manger à bas prix quand les ressources financières sont très très basses. Mais on va déplacer le côté je me nourris pour vivre à qu'est-ce que fait la nourriture? Qu'est-ce que me fait la nourriture? La deuxième chose, c'est la prise en compte de l'impact social et environnemental des aliments. Vous avez des personnes qui vont être extrêmement sensibles aux conditions de cueillette. Hein, quand je parle de l'impact social, c'est ça. Qui vont être extrêmement sensibles au fait de faire travailler des gens étrangers, etc. Et d'autres qui vont être aussi très sensibles à la question du transport, à la question de la nourriture mondialisée, etc., etc. Donc ça veut dire que ce sont des préoccupations nouvelles qui aujourd'hui impactent le rapport à l'alimentation. L'alimentation est de plus traversée par quelque chose qui nous, en tant que sociologues, nous semble très intéressant. C'est quand on demande aux gens ce qui leur fait le plus peur dans l'alimentation, ce qui arrive en tout premier, ce sont notamment les métaux lourds. La question des métaux lourds, c'est très complexe parce que moi-même, quand on a conçu le questionnaire, je suis allée regarder dans un dictionnaire ce qu'étaient les métaux lourds parce que je ne le sais pas. J'ai juste une aura un petit peu noire de métaux lourds qui peut me faire du mal et parce que je sais quand même que, parce que c'est beaucoup dit que le métaux lourd, une fois ingéré, ne ressort pas du corps. Mais ça veut dire que quand on regarde les 4-5 premiers éléments qui font peur aux gens, indépendamment on ne va pas rentrer dans la discussion OGM, etc., c'est que ce sont des éléments invisibles de l'alimentation qui sont les plus anxiogènes. Donc je reviens à mon histoire du pâté, je reviens à mon histoire des nems, etc. C'est toujours un petit peu la même chose qui se passe. Ça ne veut pas dire que quand on est offreur, soit producteur, soit retailer, il ne faut pas faire attention à rassurer le consommateur. En revanche, il se passe quelque chose à ce niveau-là de l'invisible. Et pourquoi c'est important? C'est parce que, vous le savez, manger est un acte culturel. Hein, on dit, depuis Lévi-Strauss, on affirme que ce que nous sommes, ce que nous mangeons. Mais il y a dans la question de la nourriture quelque chose qui est complètement inhérent. C'est ce que j'appelle le cache-cache, c'est-à-dire ce qui est caché. Hein, donc je reviens à cette histoire de l'invisible, du pâté, etc. Et qu'est-ce qu'on nous cache? C'est vraiment la question. Et c'est une question qui est, ça fait un peu partie des invariants de la nourriture. C'est-à-dire qu'on aura beau, et beaucoup le font, multiplier les signes de transparence, on aura beau travailler sur la traçabilité, il y aura toujours une suspicion qui arrivera d'un côté ou d'un autre, ou devant ou derrière, sur la question de qu'est-ce qu'on nous cache. Il y a un principe fondamental que la nourriture, notamment la nourriture industrielle, comporte des choses que l'on nous cache. Et la deuxième chose, c'est cacher ce qu'on ne saurait voir. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de tout ce qui était vegan, etc. Et ce qu'on nous cache, évidemment, c'est la part de mort, et notamment dans tout ce qui est protéines animales, la viande, etc. C'est la part de mort, c'est le morbide dans la nourriture qui aujourd'hui fait débat. Je vous parlais tout à l'heure des régimes alimentaires dont on faisait sur lesquels on fait énormément de bruit aujourd'hui. Il y a deux choses intéressantes. J'écoutais à propos du Salon du Livre et sur les livres de cuisine, qui grosso modo, les livres de cuisine ne font plus recette, sauf les livres de cuisine sur le vegan, végétarien, etc. Donc il y avait une excellente émission sur France Inter dimanche. Et en fait, on voit arriver des marchés de niche. Et regardez, quand on détaille un petit peu toutes ces nouvelles pratiques, elles sont extrêmement, en réalité, peu mises en œuvre par les consommateurs. Vous avez
79% des personnes qui déclarent qu'ils mangent de tout. Hein. Donc la vraie réalité de l'agroalimentaire, c'est que les gens mangent de tout. En revanche, ce qui apparaît, ce qui est en train de monter, c'est ce qu'on appelle les flexitariens. Ça représente quand même 5 millions de Français. Donc là, on n'est plus tout à fait dans un marché de niche, on est dans un marché, on va dire, d'arbitrage. C'est-à-dire que le flexitarien, c'est celui qui décide qu'à certains moments, il n'a pas besoin de consommer de viande. C'est celui qui décide qu'il va faire attention, par exemple, à le fait de ne pas multiplier les protéines animales au sein d'un même repas. Mais le flexitarien, quand on y réfléchit bien, je vous ai dit qu'on aimait beaucoup les temps longs, c'est tout simplement la façon dont on mangeait avant les 30 Glorieuses, avant que l'offre alimentaire soit pléthorique. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, on ne mangeait pas de la viande tous les jours. On mangeait de la bonne viande, on mangeait si possible le week-end parce que c'était le repas familial, mais il y avait des semaines entières sans viande. Donc il y avait des œufs, etc. Mais jamais le problème de la viande tous les jours s'est posé. Donc il y a aussi, dans nos travaux, on est allé aussi rechercher la question du rapport économique à la viande. Et la viande, ça coûte très cher. Et il y a une des manifestations de ces déclarations de végétarisme, etc., qui peuvent aussi s'expliquer par le fait que des gens cherchent des solutions autres pour des questions économiques et préfèrent réserver des bonnes viandes de temps en temps et tout au long de la semaine trouver des solutions autres avec des produits qui sont bons. Et comme il y a des nouvelles recettes et comme tout cela a l'air aussi assez appétissant et comme il y a une offre de plus en plus importante de produits végétariens ou de composition de repas entiers sans protéines, enfin en tout cas sans viande, eh bien voilà, c'est l'explication du marché. Mais quand on regarde par exemple les véganes, c'est 0,4% c'est 200 000 personnes. C'est rien du tout. Non, il se trouve qu'ils sont très militants et qu'ils se considèrent, ils sont investis d'une sorte de mission, on va dire, sociale, voire il y a un projet politique derrière qui consiste à entraîner un mouvement, une prise de conscience, il y a du lobbying, etc. Donc il y a beaucoup de bruit. La presse étant ce qu'elle est, elle aime bien ce qui est nouveau, ce qui fait du bruit, etc. Donc il y a un fort impact. Il y a aussi une utilisation des outils actuels, je pense aux vidéos qui sont faites dans les abattoirs, etc., qui est extrêmement performante. Et donc ça masque en réalité tout de même, là je parle à des professionnels de l'alimentaire, hein, ça masque en réalité les 79% de la population française qui mangent absolument de tout et qui ne sont pas dans un régime particulier. En revanche, il y a quand même des choses qui pointent dans la société. Donc là, on le repère sur l'alimentaire, mais on peut le repérer sur plein d'autres pratiques. Il y a des choses qui sont de l'ordre du ralentissement. Donc vous avez 53% des gens qui déclarent qu'ils ont changé quand même leurs habitudes alimentaires. Soit qu'ils ont augmenté telle portion de, je sais pas, de végétaux, soit qu'ils ont réduit telle autre, etc. Ou qui ont carrément supprimé de leur consommation certains aliments. C'est-à-dire qu'il y a quand même un mouvement qui est très intéressant à observer, donc surtout quand on est sur du marché de niche ou quand on travaille en matière de marketing, et qui est tout à fait... et là, véritablement, on sent que c'est actif et ça agite la société. Et vous avez 37% des gens qui déclarent aller rechercher une alimentation plus frugale. Et ça, c'est toute la notion de détox, des jeûnes. Vous savez qu'il y a de plus en plus de personnes qui deviennent adeptes de ces pratiques qui sont tout à fait, comment dire, vous allez en Allemagne, vous allez en Russie, le jeûne, dès que vous avez une maladie chronique, on vous fait faire des jeûnes. En France, ce n'est pas le cas. On est passé directement de la pratique religieuse du jeûne ou presque au trop-plein. Dans d'autres pays, le jeûne reste quelque chose décorrélé de la pratique religieuse, mais reste une façon de se soigner comme une autre. Donc, nous, ce que l'on en conclut, c'est qu'il y a du trop dans la nourriture aujourd'hui. Hein. Il y a trop de choses, et puis il y a comme un trop-plein. On sent presque trop lourd de manger tout ce que l'on mange. Et la nourriture devient un poids. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand on a cette clé de lecture sur la question du poids, que l'on peut réinterpréter toutes ces nouvelles façons de revendiquer une certaine éthique dans l'alimentaire.
Et la question du poids, eh bien, c'est sans jeu de mots, c'est le poids sur la conscience, hein. C'est véritablement la question de jusqu'où on peut aller en mangeant du vivant, jusqu'où on peut aller en en menant à l'abattoir des animaux par milliards, en élevant uniquement pour le produit, la viande, l'animal, etc. Il y a une démesure qui aujourd'hui ne passe plus. Donc c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du recours de certaines personnes, non pas à l'abandon de la viande, mais recours à la viande plutôt artisanale, chez le boucher qui va vous parler de la traçabilité de sa viande, le boucher qui fait le geste et non plus simplement la machine qui broie, qui amalgame, etc. Et ça sont des choses dans l'imaginaire du français. Le boucher aujourd'hui, il est même dans le même imaginaire que le local. Enfin, c'est la petite échelle, quoi. C'est pas le truc qui vient de Chine et je sais pas ce que c'est la petite échelle. Donc, moins que, encore une fois, la question de l'abandon de la viande, ce qui est mis enfin, dans l'imaginaire, dans l'utopie de la consommation, ce qui est tout en haut, c'est la petite échelle de production, d'élevage, de production, de distribution. Donc, les éthiques alimentaires, en fait, on a distingué, nous, quatre types de relations à l'alimentation. Les deux premiers, on va dire, sont des pratiques plutôt individualistes, hein. Donc vous avez les adeptes du régime standard, 62%. Donc en gros, ça recouvre les gens qui disaient ne pas suivre de régime et qui sont dans une éthique qui traverse aujourd'hui l'ensemble de la société, qui est de vouloir manger sain. Moins gras. Bon, tout à l'heure, vous avez eu la conférence sur le score de nutrition. Voilà, il y a aujourd'hui toute une recherche qui est faite pour se nourrir mieux, en conséquence, en conscience, savoir ce que l'on mange. Et donc, on va aller rechercher quelque chose. Et là, on voit véritablement qu'on est sur, pareil, sur l'authenticité, l'innocuité, la pureté. Et donc là, on est dans cet idéal de la production plutôt locale qui va participer au bien-être de mon corps. On est quand même très aujourd'hui traversé par depuis une vingtaine, trentaine d'années, traversé par l'idée que le corps, finalement, c'est peut-être le seul capital véritable que l'on a. Tout autour de nous, tout peut s'agiter. Je peux peut-être rien faire. En revanche, mon corps, je peux le contrôler. Donc, il y a cette dimension dans la recherche du sain, du sang, du pur, etc. Quelque chose qui est de l'ordre de je peux reprendre je peux reprendre la main sur ma vie. Ensuite, vous avez les opportunistes. Alors, pour faire bref et rappeler une image que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas, c'est les Véronique et Davina des années 80. C'est-à-dire que la nourriture devient une façon d'être en forme, de s'entretenir, etc. C'est pour ça qu'on les appelle opportunistes, c'est qu'ils se saisissent, à juste titre, il n'y a aucun jugement de ma part, hein. On se saisit d'une tendance pour essayer d'être toujours en forme, d'être performant, etc. Et ensuite, vous avez les deux dernières classifications. Là, sont des personnes qui vont être dans des éthiques alimentaires, mais davantage sociétales, davantage tournées vers le projet de société, l'envie de changer, l'envie d'avoir une action sur son environnement, sur sa santé. Donc vous avez les radicaux. Bon, les radicaux, vous les connaissez, hein. Ils sont très peu nombreux, mais en revanche, ils font beaucoup de bruit. Ils ont quelque chose qui est de l'ordre véritablement de l'ascèse, hein, de la discipline. Nous, on interviewe beaucoup, on fait beaucoup d'enquêtes dites ethno-méthodologiques, c'est-à-dire on travaille avec des méthodes et des ethnologues, et on voit à quel point il y a quelque chose de l'ordre d'un engagement qui quelquefois est même douloureux, c'est-à-dire des gens qui s'estiment incompris, qui s'estiment pas du tout en phase avec les valeurs de la société, et donc qui vont exprimer, parce qu'ils y croient et qui se sentent éclaireurs de conscience, ils vont exprimer quelque chose de fort pour rentrer dans une logique où notamment on ne tue pas tout ce qui est vivant. Donc tout à l'heure je vous ai montré le numéro de Philosophie Magazine. Ce qui est très intéressant, c'est que, et puis il y avait un papier de Philippe Ariès dans l'IB ce week-end qui rappelait ces questions-là. On voit qu'il y a une relation entre le véganisme qui arrive d'une part et la food tech
qui arrive d'autre part, c'est-à-dire la possibilité de manger tout un tas de choses, y compris avec des goûts de viande, etc., mais qui pourrait être une solution au fait d'élever et de tuer des animaux pour se nourrir. Donc cette radicalité, elle est intéressante pour ça, parce qu'on ne sait pas trop si elle, dans quelle mesure elle n'est pas un peu manipulée presque. Je ne vais pas faire la théorie du complot, mais on voit qu'il y a des choses qui se tricotent là en ce moment, qui sont tout à fait intéressantes à suivre. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle les sensibilisés, c'est-à-dire des gens qui sont un peu dans la culpabilité, qui sont dans la mauvaise conscience alimentaire, et qui vont être de plus en plus gênés, et donc qui vont adopter, mais sans être radical. Le radical, par exemple, va chausser chez je ne sais plus quel chausseur fait des chaussures véganes aujourd'hui. Donc le radical, il n'a pas de cuir, il ne se maquille pas avec parce qu'il y a de la laine, etc. etc. Enfin bon, c'est quelque chose de très particulier. Le sensibiliser, il ne va pas aller jusque-là. Il va accepter de porter des vêtements en laine, de manger du miel et éventuellement d'aller au zoo pour montrer les animaux à ses enfants. Donc, mais on est quand même sur quelque chose là qui peut grossir et qui certainement grossira et qui est de l'ordre de quelque chose me pose problème et donc je vais l'éliminer. Et ce comportement, il est très intéressant, notamment quand on est producteur et que l'on est distributeur, parce que c'est une vraie niche. Et j'ai assez bien suivi l'ouverture de Naturalia Vegan, hein, les 4 magasins. Voilà le type d'offres que l'on peut faire pour rassurer ces gens qui sont sensibilisés, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus avoir à lire toutes les étiquettes pour être sûr que, etc. Ils vont trouver dans certains magasins, qui ne sont pas non plus des magasins militants, ils vont trouver des choses qui vont leur correspondre. Donc il y a véritablement de la niche. Donc, la viande n'est pas morte, hein, vous l'avez compris. Lorsque l'on fait, je regarde ma montre, lorsque l'on fait nos analyses lexicaux, etc., on voit que est associé bien sûr à la viande le mot contaminé, standardisé, mais on a aussi les mots force, les mots authentiques, le mot soin qui apparaît. Donc c'est intéressant parce que lorsque l'on regarde, notamment du côté des légumes, on a aussi des choses moins fortes, mais contaminées, malsains, etc. C'est-à-dire que, je vous disais tout à l'heure, c'est le processus industriel qui est condamné. Et donc le soja est condamné. Vous avez, par exemple, les super-aliments, mais qui sont d'autre côté, notamment quand on pense à tout ce qui est amande qui est cultivée en Californie dans des conditions sociales absolument abominables par des Mexicains et où on a détruit des parcelles entières pour faire pousser des amandiers pour répondre à ce besoin de super-aliments. On commence à savoir que tout ça, c'est pas forcément très très vertueux. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est moi qui m'intéresse et qui me passionne d'un point de vue sémiologie, c'est la difficulté qu'a et qu'ont en règle générale les personnes qui vont travailler toutes ces questions de végétarisme, etc., à se séparer complètement de la viande. Donc voilà, je m'arrêterai là, hein, c'est la galerie de photos, mais vous avez aujourd'hui la boucherie végane, vous avez une boucherie végétarienne qui s'est ouverte, vous avez un restaurant qui est assez célèbre qui s'appelle l'Abattoir Végétal, et on voit qu'il y a finalement entre toutes ces... Il y a des ponts, il y a des choses qui sont reliées, et évidemment c'est l'imaginaire de la nourriture tout entier qui est convoqué dans cette idée que le végétal ne saurait remplacer complètement le carnet. Il se définit toujours soit en creux, soit en trop-plein, etc. Il n'a pas encore trouvé complètement sa place. Voilà, bon, j'ai fait vite pour être dans les temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.